Mener un bras de fer avec l'État maintenant depuis quelques mois sur les conditions du versement du RSA dans votre département, ce revenu de solidarité active. Alors la décision du tribunal administratif est tombée mercredi. Le tribunal a annulé la délibération qui a été votée à Colmar le 5 février. Elle visait cette délibération à assujettir le versement du RSA à des heures de travail dit bénévoles. Vous avez défendu devant la justice votre projet. Il a été retoqué. C'était, on imagine, pas tout à fait une surprise pour vous? Alors, il y a le problème de la légalité, mais aussi de la constitutionnalité de la loi qui prévoit, qui encadre le RSA. Et je considère que cette loi n'est pas conforme à la Constitution. C'est une atteinte à la libre administration des collectivités locales. Ça ne sert à rien d'élire 34 conseillers départementaux s'ils n'ont strictement aucune prise sur la politique sociale, autant le faire verser directement par les CAF ou par la Sécurité sociale. Et d'ailleurs, ce thème a été largement repris lors du Congrès des départements de France, qui s'est tenu à Poitiers cette semaine. Et même les socialistes reconnaissent qu'il y a une ambiguïté, une question importante. Est-ce que c'est une politique nationale? Est-ce que c'est une politique locale? Notre avocat considère qu'en droit, notre recours était parfaitement justifié. Donc nous irons en appel et de toute façon le processus va suivre son cours. Nous sommes prêts pour le 1er janvier 2017. Nous sommes prêts pour le 1er janvier. Est-ce qu'il y a tort dans ce dossier? Le rapporteur public parlait quand même d'erreurs de droit, adressait une longue liste, il n'y avait pas qu'une seule mesure. Vous savez, il y a différents degrés de juridiction en France. S'il y a des cours d'appel, c'est pour infirmer des décisions qui ont été prises par des juridictions de premier degré. Donc laissez faire la justice et ne faites pas de commentaires sur une première étape. On ira jusqu'au Conseil d'État et on verra ce que dira le droit et ce que dira le juge sur cette affaire. C'est quoi votre degré d'espoir, Monsieur Stroman? Parce que c'est vrai, on était ensemble tous les deux dans la salle au moment de l'audience. Le rapporteur public a démontré point par point longuement avec des références au code de l'action sociale et des familles, de la Constitution, etc. C'était très ferme, très dur à votre égard. Vous avez vraiment de l'espoir? Alors, le rapporteur public était bien plus nuancé. Il a plutôt expliqué que j'avais raison politiquement et tort juridiquement. Voilà, mais je ne partage pas son analyse parce qu'ils ont simplement analysé la conformité par rapport à la loi. Mais personne n'a vérifié la conformité par rapport à la Constitution. Est-ce que la loi peut interdire en droit français à une collectivité de s'administrer librement? C'est ça la question fondamentale. Et notre avocat d'ailleurs l'a parfaitement démontré. Mais il faut rappeler que vous avez soulevé une question prioritaire de constitutionnalité qui n'a pas été retenue non plus par le qui n'a pas été retenue et je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, il ne s'agit même plus seulement d'une question de libre administration des collectivités locales, il s'agit aussi de l'avenir des départements. Ça sera un autre moyen de notre recours puisqu'on est en train de les asphyxier. C'est vraiment aujourd'hui largement reconnu. Le département est prévu par la Constitution. D'ailleurs, c'est pour cette raison d'ailleurs que le département n'a pas disparu. Je vous rappelle que François Hollande avait annoncé la fin des départements. Et puis, on lui a expliqué à la sortie du plateau télé que ce n'était pas possible parce que c'est prévu par la Constitution et qu'il faudrait une réforme constitutionnelle. Alors, on ne peut pas nous tuer juridiquement, on va tout nous asphyxier financièrement. Et c'est contre ce phénomène qu'on se bat aujourd'hui. Et plus généralement, il y aura certainement une alternance en 2017. En tout cas, je le souhaite. Et cette question sera aussi un élément du débat des prochaines élections présidentielles. On a bien compris que tout ça n'est pas terminé. En tout cas, ça a créé une vive polémique au niveau national. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi un petit peu ce qui se passe ailleurs, Arthur. Oui, je vous propose qu'on écoute un reportage d'un extrait d'une matinale d'Europe 1 le mois dernier. Ça se passe dans la Drôme, qui expérimente le département de la Drôme depuis 6 mois, je crois, le principe du bénévolat pour les bénéficiaires du RSA. Mais sans les contraindre, sur la base du volontariat. Alors écoutez le témoignage d'Abassia, elle est au RSA depuis 4 ans, elle est bénévole 3 heures par jour, c'est beaucoup dans une association sportive. Elle est au micro de mon collègue correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon. Ils m'ont appris parce que je ne savais pas faire à rentrer du courrier, à envoyer des mails, parce que je connaissais rien en ordi. Il y a des fois, je m'étonne quand on me demande, par exemple, je sais pas, fais-moi une recherche sur ça, envoie-moi-le. Puis quand je l'ai fait, je suis fière parce que j'ai rien demandé à personne, je l'ai fait toute seule. C'est pour ça que maintenant, je vais m'orienter vers pas le secrétariat, mais dans l'accueil. Voilà, Abassia regarde à nouveau vers le monde du travail. Le problème, c'est que dans la Drôme, il n'y a que 2% de ces chômeurs volontaires. Ils m'ont appris parce que... Voilà, donc il y a 2 choses, Eric Stroman, dans cet extrait sonore. Un témoignage ultra positif pour vous, j'imagine, c'est pile poil ce dont vous rêvez. Alors, et après... Les témoignages sont toujours ultra positifs de la part des bénéficiaires du RSA. Et après, il y a ce chiffre, 2% de volontaires, c'est complètement ridicule. Et compte tenu de la décision du tribunal administratif ici à Strasbourg, vous ne pouvez pour l'instant que compter sur les volontaires. C'est ce que vous allez sans doute faire. S'il y a 2%, c'est pas top. Alors, on va quitter le cadre d'une délibération
le cadre juridique de la délibération qui l'impose de manière administrative et générale pour l'intégrer dans le contrat d'engagement réciproque. On va négocier avec chaque bénéficiaire et on va lui poser la question, est-ce qu'il est prêt à réaliser 7 heures d'engagement bénévole? Il ne s'agit pas d'un travail, c'est 7 heures d'engagement bénévole. Et s'il refuse, on va analyser pour quelles raisons. C'est peut-être une mère de famille qui n'a pas le temps, il y a peut-être différentes raisons, différentes objections possibles, mais j'imagine que dans l'immense majorité des cas, je ne vois pas pourquoi le bénéficiaire du RSA refuserait d'accepter cet engagement bénévole. 2% dans la Drôme. Pardon 2% de volontaires dans la Drôme. Bah ça oui. fait 98% de gens qui disent non. Mais regardez, elle a comme la dame, elle témoigne bien, elle dit qu'il y a des retombées positives, que ça lui permet d'avoir des relations sociales, elle sait maintenant répondre au téléphone, envoyer un CV. Forcément, ça a des retombées positives. Il faut simplement que ce système soit aujourd'hui généralisé à l'égard des personnes qui peuvent le faire naturellement. Actuellement, vous travaillez, parce que vous aviez essayé de mettre en place cette obligation de travail bénévole et des commissions qui se sont réunies. Oui, bien sûr. Vous en êtes où concrètement? On est prêt pour le 1er janvier, je le répète. Maintenant, on ne peut pas l'imposer de manière unilatérale et donc ça se fera dans le cadre du contrat d'engagement réciproque qui est une disposition prévue par la loi. Je vois des collègues, par exemple, qui aujourd'hui imposent dans le contrat d'engagement réciproque le fait de s'inscrire à Pôle emploi. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'un bénéficiaire du RSA, au regard de la loi, n'a pas besoin d'être inscrit à Pôle emploi. Il y a 300 000 bénéficiaires du RSA qui ne sont pas au chômeur. Donc quand vous dites des collègues, ce sont des patrons, des présidents d'autres départements. La Moselle, par exemple, vient de décider, et ça relève de la même difficulté que notre délibération, a décidé que tous les bénéficiaires du RSA doivent être inscrits à Pôle emploi. Ce n'est pas prévu par le Code de l'action sociale et ça relève de la même illégalité que notre propre délibération. Et l'État n'a pas fait de recours? Je ne sais pas. Alors, on est dans un contexte politique où le président de la République a toujours promis la baisse du chômage, et c'est aussi dans le cadre d'un bras de fer avec les départements. Un certain nombre de départements, et très légitimement, qui s'énervent et qui disent écoutez, on va faire pression sur le gouvernement en demandant à tous nos bénéficiaires d'être inscrits à Pôle emploi. Justement, pour vous, c'était pas également un coup politique, un peu de provocation? Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est une dépense de 108 millions d'euros pour mon département. Lorsque ça a été transféré, c'était un coût de 50 millions intégralement pris en charge par l'État. Je me retrouve aujourd'hui avec une dépense prise sur le contribuable local de 58 millions d'euros. C'est une somme tout à fait considérable qui m'interdit de faire des investissements, qui m'interdit de faire des aides aux communes. Ça mange complètement notre capacité d'autofinancement. Mais là, ça ne va pas changer que les gens soient volontaires ou pas pour faire du bénévolat. Vous allez payer la même facture. Non, mais l'idée, c'est que progressivement, ces gens retrouvent une activité professionnelle. Personne n'a vocation à rester plus de 5 ans au RSA. 40% des bénéficiaires du RSA dans notre département le sont depuis 5 ans. Personne ne fait rien, le gouvernement ne fait rien pour essayer parce qu'il y a quand même le volet activité qui est totalement délaissé et qu'il faut dire est un échec absolu. Et en plus, on a un contexte économique en Alsace qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage qui a quasiment doublé en 10 ans. Ce qui veut dire qu'il y a ça s'est accéléré au cours des dernières années. Et on est aussi l'un des départements les moins bien compensés de France. Pourquoi le Haut-Rhin? Ce n'est pas un coup politique. C'est tout simplement qu'ailleurs, sur 100 millions, le département va toucher 70-80 millions d'euros de compensation, alors que dans le Haut-Rhin, c'est que 50% de compensation. Donc on touche que 50 millions, ce qui crée une difficulté grave financière, grave pour notre collectivité. Eric Stroman, je vous propose de passer à un deuxième sujet.